Gérard Desragomian. Donc, je suis vice-président de Télécom Paris Alumni et puis j'ai aussi lancé en 2021 un groupe qui s'appelle Numérique et Environnement au niveau de Télécom Paris Alumni. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe d'organisation, donc des 5 associations et d'Alumni Force de Planète. Alors, quand on a choisi la date du 5 octobre, on ne savait pas que le prix Nobel de physique 2021 serait attribué aujourd'hui à 2 physiciens qui sont 2 experts de la modélisation physique du changement climatique. C'est un peu un clin d'œil. Alors, ce sont un américano-japonais et un allemand, donc il n'y a pas de français, mais c'est quand même un beau clin d'œil. Donc, cet événement est organisé donc, par donc l'Institut Polytechnique de Paris qui a été créé en 2019. Et à ma connaissance, donc, c'est le premier événement global co-organisé par ces 5 associations d'alumni. Je crois qu'il y a déjà eu des événements à l'étranger, mais c'est la première fois qu'il y en a un peu global. Et il est donc avec Alumni Force de Planète que ces 5 associations soutiennent. Donc, on a donc l'AX, ENSAE Alumni, ENSTA Alumni, Télécom et Management Alumni, donc qui héberge les ingénieurs de Télécom Sud Paris, et puis Télécom Paris Alumni. Donc, au programme de ce soir, donc, après mon très rapide accueil, il y aura très vite là, une introduction par les présidents des 5 associations. Des 5 écoles. On aura ensuite une présentation d'Alumni Force de Planète donc par Frédéric de Dienchin, qui est un des cofondateurs. Et ensuite, les 2 grosses sessions qui sont prévues, c'est une sur le changement climatique, donc dans laquelle en fait Philippe Drobinski, qui est climatologue et puis directeur du Centre Énergie for Climate d'IP Paris, nous parlera des enseignements du dernier rapport du GIEC. Et il est aussi d'ailleurs directeur du laboratoire de météorologie dynamique, qui est un laboratoire commun à plusieurs établissements, et membre du conseil scientifique d'Alumni Force de Planète. Et ensuite, il y aura donc une deuxième session. La première, c'est plus de l'information et la deuxième, c'est plus de l'action. C'est vous dire comment agir concrètement dans son entreprise grâce au témoignage d'Emmanuel Temkin, qui est directrice d'innovation et RSE pour Orange au niveau de la direction entreprise France. Et puis, une rapide conclusion de Frédéric de Dienchin. Donc, on va passer très rapidement à l'ouverture donc des 5 présidents. Donc, je passe d'abord la parole à Marwan Laoud, donc président de l'AX. Donc, cher Marwan, à toi la parole. Gérard, je voudrais faire une proposition. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde mixte qu'il faut perdre la galanterie. Donc, je propose que ce soit les dames qui commencent, s'il te plaît. D'accord. Bon, à ce moment-là, je vais passer la parole à Laura. Alors, Laura, à toi la parole. Donc, Laura est la présidente de Télécom Paris Alumni. À toi la parole. Merci Gérard, merci Marwan pour ton élégance. Donc, effectivement, je suis la présidente de Télécom Paris Alumni. Je suis très heureuse de cette initiative que l'on veut mener ici tous ensemble, nous, toutes les associations d'alumni de l'Institut Polytechnique de Paris, pour accueillir l'initiative de Alumni Force de Planète qu'on accueille maintenant depuis plus de 6 mois, et puis sur des sujets qui sont maintenant des sujets majeurs pour nous tous et qui touchent particulièrement nos publics, enfin nos communautés, nos réseaux d'ingénieurs pour notre part, qui sont très sensibilisés, et surtout pour les plus jeunes d'entre eux, très sensibilisés à ce sujet-là, qui démarrent leur parcours professionnel et qui, je sais déjà, souhaitent avoir des réponses et s'investir dans l'entreprise pour le climat. On l'entend puisqu'on est, nous, à l'écoute de notre réseau. Il y a des moins jeunes et des plus jeunes. Et le sujet en question est celui qui commence à nous permettre de faire réseau, de faire communauté ensemble. L'activité des groupes que nous, on a commencé maintenant à bâtir depuis 1 an, est celui qui fait le plus gros succès quand on fait des webinaires, avec bien sûr des groupes thématiques plus historiques. Chez nous, c'est le groupe Télécom, bien sûr, fait toujours très grand succès, mais le groupe numérique, piloté par Gérard, attire vraiment toutes les générations d'alumni. Donc pour nous, c'est un gage que de toute façon, ça répond à un besoin, ça répond à une dynamique, et puis ça nourrit aussi notre vitalité interne. Donc tout est gagnant là-dessus. Je vous souhaite à tous ceux qui vont assister à apprendre beaucoup et à vous motiver beaucoup, puisque je crois que la deuxième partie, ça va être pour nous motiver tous pour concrètement avancer sur ces sujets. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Isabelle. Bonsoir. Donc, de mon côté, je suis très heureuse d'introduire cet événement en tant que présidente d'ENSAE Alumni, qui rassemble aujourd'hui plus de 8400 membres sur les 5 continents. Et nous sommes très fiers, en fait, de participer à cet événement au sein d'IP Paris, dans le cadre de l'appui commun à Alumni Force de Planète. Voilà, je passe la parole à Marwan. Merci beaucoup Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement fier de parler, de dire ces quelques mots devant vous ce soir.
Je voudrais livrer une réflexion qui, à mon sens, au-delà de tous les aspects qui concernent la protection de notre environnement, la protection de notre cadre de vie, finalement la protection de la vie, devrait nous motiver, nous, en tant qu'association d'alumni. Je suis convaincu qu'aucun problème sur Terre, dans les airs, dans l'espace, ne peut pas être résolu par les scientifiques et les ingénieurs. Et pour moi, le défi que pose l'évolution du climat et donc la dégradation de notre cadre de vie, du cadre de vie de l'humanité, et pour les étudiants, les élèves de nos écoles aujourd'hui, demain, et pour la majorité de nos alumni, le défi qui compte, celui qu'il faut relever et le problème qu'il faut résoudre. C'est la raison pour laquelle, quand Frédéric de Dinchin est venu vers moi pour parler d'Alumni Force de Planète en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?», je n'ai pas hésité une seconde et je suis très fier du fait que l'ensemble du conseil de l'AX, l'ensemble de la communauté ou une grande majorité de la communauté se mobilise et j'ai hâte d'écouter très attentivement ce qui va nous être dit, à la fois sur la modélisation et la situation et le rapport du GIEC, mais aussi sur comment on fait tous les jours. Je salue Philippe Drobinski qui est membre du conseil de l'AX, mais là en l'occurrence ce soir il est le patron de Energy for Climate. Stéphanie, tu veux dire un mot peut-être pour l'ENSTA Alumni? Oui, écoutez, moi je suis représentante donc de l'ENSTA Alumni et je suis très fière de participer à cet événement. Le sujet est une des priorités de plus en plus pour les jeunes ingénieurs qui sortent parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que la science nous a emmenés peut-être parfois dans des retranchements un petit peu complexes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Et on espère tous que la science va donc nous aider maintenant à remonter la pente. Oui, donc je propose de passer à la session d'après à Frédéric donc, pour introduire donc, Alumni Force de Planète. Merci Frédéric. Donc, bonjour à tous. Merci aux présidentes et aux présidents de nous soutenir, d'avoir été to the point. Donc, je suis cofondateur d'Alumni Force de Planète qui a maintenant 1 an. C'est né d'une réflexion qu'on a eue dans un groupe de promo où une personne a dit, voilà, on a 10 ans pour en profiter. Et immédiatement, il y en a un autre qui a réagi en disant, on a 10 ans pour agir. Et effectivement, on peut agir. Et j'ai entendu des discours très, très positifs des présidentes et des présidents. Et je crois que c'est l'objectif d'Alumni Force de Planète, qui est le réseau des diplômés de l'enseignement supérieur qui s'engagent et agissent pour l'environnement. Donc, on va bientôt fêter notre premier anniversaire. L'objectif, c'est de mobiliser massivement les alumni, c'est-à-dire les diplômés de l'enseignement supérieur, de l'université, des écoles, management, commerce et ingénieurs, sur les enjeux du climat et de l'environnement et les aider à agir. Pourquoi les alumni? C'est parce qu'ils ont des responsabilités dans les entreprises et aussi dans les organisations publiques, au niveau des territoires, et leur action peut avoir un impact majeur et immédiat. Et ça, c'est très important parce que les jeunes se mobilisent, mais il faut que la génération aussi qui est en mesure de changer les choses aussi soit mobilisée et active. Et comment on compte le faire? C'est en apportant un soutien concret pour aider les alumni à agir et en collaborant, et c'est très important, avec les associations d'alumni qui vont nous permettre de massifier cette sensibilisation et ce passage à l'action. Et je salue cette initiative et je remercie Gérard d'avoir mis ensemble les 5 associations d'alumni de l'Institut Polytechnique de Paris pour pouvoir justement monter un événement qui va pouvoir toucher plus de monde. Et on va, dans le futur, on va continuer à monter des événements de ce type-là avec plusieurs associations d'alumni. Donc, il y a 7 membres fondateurs qui viennent d'horizons assez divers, aussi bien universitaires que d'écoles. Il y a une vingtaine de bénévoles aujourd'hui, plus des bénévoles qui interviennent sur des activités assez ponctuelles. Ce qui est important, c'est qu'on est une association apolitique et non militante qui est orientée vers l'action.
Aujourd'hui, on a plus de 100 associations d'alumni qui nous soutiennent et chaque jour, on en a de nouvelles qui se joignent à nous et c'est très important parce qu'encore une fois, on a une ambition. L'ambition, c'est d'essayer de mobiliser, de toucher le plus d'alumni possible. On est aussi soutenu par plusieurs conférences et conférence des grandes écoles, président d'université, école française d'ingénieurs, ingénieurs et scientifiques de France et officiellement également par le ministère de la Transition écologique. Dès le début, nous avons été avec 3 parrains qui ont été depuis le début avec nous. Je veux citer d'abord Valérie Masson-Delmotte, qui est paléoclimatologue, qui est coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Yann Arthus Bertrand, qui est un photographe et fondateur de la fondation Good Planet, et Pascal Demurger, qui lui représente le monde de l'entreprise, qui est le directeur général de la MAIF. Et nous sommes accompagnés d'un conseil scientifique de haut niveau, tous impliqués dans le thème climat et environnement, mais avec des approches différentes, que ce soit économiques, financières, cognitives, à partir des sciences cognitives, à partir de l'agriculture, de la climatologie, de la physique. Et ce conseil scientifique se réunit avec nous 3 à 4 fois par an pour donner les grandes orientations en termes de qualité de l'information que nous apportons. 3 grands piliers, 3 grands axes de travail concrets. D'abord informer, ensuite connecter les alumni entre eux et enfin les accompagner dans l'action. Informer, c'est essentiellement référencer de manière lisible sur notre site internet, dans la rubrique « Je m'informe », les principaux sites et contenus. On ne crée pas du contenu, mais on ramène des contenus de niveau de complexité plus ou moins grand en fonction de l'intérêt des gens qui viennent sur ce site. La partie connectée est importante. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez sur le site, vous avez un bouton qui dit « Je rejoins le réseau des alumni engagés ». C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de proposer aux alumni, aux diplômés d'enseignement supérieur, de rejoindre le réseau. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne accès à un certain nombre de services. Aujourd'hui, il y a plus de 3500 alumni qui sont connectés. Et vous pouvez, par exemple, au sein de la même entreprise, vous retrouver. On a plusieurs groupes d'alumni maintenant qui, au sein d'entreprises, sont suffisamment nombreux, 20, 30, 40, et qui peuvent se connecter entre eux. Et je dirais, c'est l'effet machine à café. On se retrouve, on décide d'avancer sur un sujet. On est plus nombreux. L'union fait la force et aussi donne plus d'idées pour pouvoir avancer et ensuite convaincre à partir de l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisation, convaincre que son COMEX ou son manager, parce que ce qu'on souhaite, c'est vraiment favoriser la transformation des entreprises par l'intérieur. Et également, on peut se connecter au sein d'une même ville. Et donc, c'est également la façon de pouvoir retrouver d'autres alumni pour travailler sur un sujet au sein de sa ville, un sujet lié au climat et à l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième grand pilier que propose Service, que propose Alumni for the Planet. Le troisième, c'est accompagner. Alors accompagner, ça passe d'abord par la diffusion de bonnes pratiques sur notre site, ça passe par le référencement d'organismes ressources pour faire de la sensibilisation massive, pour faire des bilans carbone, pour faire des actions de décarbonation au sein de son entreprise. Ça passe par des témoignages. Vous pouvez témoigner, mais vous pouvez également avoir accès à des témoignages. Et on considère que le témoignage, et c'est l'idée aussi de ce webinaire, avec le témoignage d'abord d'un sachant et ensuite le témoignage de quelqu'un qui agit dans son entreprise, peut montrer comment est-ce qu'on peut faire avancer le sujet et comment chacun, à son niveau, peut faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique et puis s'attaquer aux dérèglements environnementaux. Et je vais terminer ma présentation en parlant des 2 types de webinaires qu'on a mis en place. On a, depuis 6 mois, mis en place un certain nombre de webinaires, une douzaine, qui sont orientés sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est les webinaires inspirer le passage à l'action, qui sont des webinaires thématiques, comme celui d'aujourd'hui. L'idée, c'est de donner l'envie. Le deuxième cycle de webinaire, c'est le webinaire de l'accompagnement à l'action dans la durée, qui est réservé aux alumni qui se sont engagés sur le site, qui, lui, n'est pas ouvert au grand public, mais qui permet de regrouper des groupes de 20, 30 personnes et travailler pendant 1, 2, 3, 4 webinaires sur leur projet, accompagnés par des coachs et des témoins et des spécialistes de l'intelligence collective. Nous avons déjà des résultats concrets. Bon, dans le premier cycle, inspirer le passage à l'action, on a déjà à peu près 500 ou 600 personnes qui ont participé à ces cycles, dont les participants d'aujourd'hui. Dans le deuxième cycle, on en a 150, 200, puisque ce sont des plus petits groupes, mais on a déjà des résultats concrets. Le premier résultat, je voudrais le citer, c'est quelqu'un qui est venu, qui n'avait pas ne savait pas comment avancer dans son entreprise. Il est venu, il a appris comment monter un collectif.
Et depuis, au sein d'une grande entreprise dans le domaine agricole, il a monté un collectif, c'est-à-dire qu'il a regroupé autour de collègues qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient pour fiche de poste de faire avancer la RSE ou le climat ou l'environnement, mais qui étaient intéressés par le sujet, il les a regroupés et il commence à avancer sur des actions dans l'entreprise. Alors, c'est des actions qui peuvent être simples au départ. On parle des globulés en plastique ou d'éteindre la lumière, mais après, c'est des actions qui sont plus ambitieuses pour faire avancer, par exemple, le scope 3. Un autre exemple, c'est une personne qui avait démarré un collectif dans son entreprise et qui, à la suite de ce webinaire d'accompagnement à l'action, a réussi à convaincre, parce qu'on l'a accompagné, plusieurs personnes du COMEX. Et à partir de là, ils ont pu commencer à lancer des activités et des actions beaucoup plus ambitieuses en termes de décarbonation. Et enfin, le dernier, c'est une personne qui est venue dans ces séminaires d'accompagnement à l'action et qui a découvert qu'on pouvait lancer un bilan carbone dans son entreprise, qui l'a fait, qui a convaincu son management. Et ce bilan carbone qui touchait non seulement les scopes 1 et scope 2, qui sont relativement habituels, c'est-à-dire les émissions de l'entreprise directe ou les émissions liées à l'énergie utilisée par l'entreprise, il l'a étendu au scope 3, c'est-à-dire les émissions amont et aval liées à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est allé un cran plus loin. Et c'est ça l'ambition d'Alumni for the Planet, c'est d'accompagner les transformations et l'accélération des transformations de l'intérieur. Et c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Les deux interventions, aussi bien celle de Philippe, pour Philippe Drobinski, pour voir l'ampleur de l'urgence climatique. Et la deuxième, c'est qu'il est possible d'agir. Merci à tous d'être avec nous et n'hésitez pas à venir vous engager sur notre site. Alors, déjà, avant de passer la parole à Philippe pour la session principale, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu un pointage en fait, du nombre d'anciens d'alumni d'IP Paris qui sont aujourd'hui membres d'Alumni for the Planet, donc on est proche de 250. Et je pense qu'il serait bien, si vous êtes sensibilisé à ces sujets, c'est que vous alliez voir le site d'Alumni for the Planet. Et si possible, ce serait bien qu'on ait un objectif d'atteindre 500 le plus vite possible pour montrer qu'au niveau d'IP Paris, on est effectivement un ensemble d'alumni qui est vraiment sensible à ces sujets-là. Voilà, ceci dit, passons très rapidement à la session importante là, de Philippe. Donc Philippe, merci d'avoir accepté de nous parler du dernier rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août. Donc c'est une actualité brûlante. Et comme le rapport du GIEC est assez difficile à lire, je pense que tout le monde sera intéressé à avoir un petit peu une vulgarisation de ta part. Voilà, à toi. Merci. Écoutez, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais essayer de vous faire une digestion rapide du 6e rapport du GIEC, parce que le 6e rapport du GIEC, ce n'est pas le 5e, ce n'est pas le 4e, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un rapport qui vient ajouter des éléments de connaissance significatifs donc sur l'évolution du changement climatique. Donc, ça a été dit, je suis climatologue et au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, je dirige donc le Centre interdisciplinaire Energy for Climate qui a vraiment pour vocation justement à mettre en concert et à faire collaborer les chercheurs, les chercheuses expertes sur différentes disciplines essentielles pour attaquer la problématique de la transition énergétique de façon systémique. Voilà, alors la première chose que nous apprend le GIEC, il faut savoir que les rapports du GIEC ont une périodicité d'environ 6-7 ans. Donc le dernier, c'est 2013, donc là, ça va faire même 8 ans. Et donc, il se passe beaucoup de choses en 8 ans, et une grande partie et ce qui se passe de fondamental en 8 ans, c'est surtout la perspective que l'on a en termes d'observation sur la réalité du changement climatique. Pendant très longtemps, la question du changement climatique était une affaire de modélisateurs. Maintenant, le changement climatique est perceptible, est observable, et entre deux rapports du GIEC, et celui-là en particulier, la contribution des observations du changement climatique a été déterminante pour améliorer notre compréhension et surtout la confiance, réduire les incertitudes que l'on a sur nos projections climatiques. Alors, cette figure montre l'évolution, l'anomalie, c'est-à-dire que là, c'est une anomalie de température, parce que c'est un changement de température par rapport à l'ère pré-industrielle qui est ici
représenté, alors je ne sais pas si vous voyez mon petit pointeur, mais en tout cas qui est ici représenté. Donc ici, c'est une moyenne de 1850 à 1900 pour tenir compte, pour lisser, pour supprimer la variabilité dite naturelle du climat. Et donc on voit depuis 1850 donc cette température dont on a ôté la moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc la première chose que l'on voit, c'est que d'abord c'est une courbe qui fluctue d'une année à l'autre, et donc des années froides succèdent à des années chaudes et vice versa. Et ça n'a rien d'exceptionnel, c'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle du climat. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à partir des années, on va dire des années 1950 et particulièrement à partir des années 1970, eh bien que là, il y a une tendance extrêmement forte qui sort complètement de la variabilité naturelle de la température, et il y a maintenant aucune ambiguïté sur le rôle, sur la responsabilité de l'homme sur ce changement climatique au travers donc des gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, leur propriété, c'est essentiellement d'absorber le rayonnement infrarouge thermique et de le réémettre. Et donc plus on met de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, dans les basses couches de l'atmosphère, plus on va accumuler d'énergie et donc réchauffer le système. Donc depuis l'ère pré-industrielle, la température a augmenté de 1,1 degré. Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. D'abord, si je vous dis qu'en 2021, on est plutôt proche des 1,25 degrés, donc ici, les 1,1 degrés, c'est une moyenne ici entre 2010 et 2020, donc sur une décennie, et forcément, donc du coup, c'est une valeur qui est un petit peu moins importante que je dirais l'augmentation observée sur une année particulière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important quand même, c'est qu'est-ce que c'est que 1,1 degré. Donc là, je donnerai juste comme exemple, puisque ça, c'est souvent un vecteur de sensibilisation, c'est quand vous avez un enfant, votre enfant qui a, donc nous sommes des humains, donc avec une température régulière à 37 degrés. Quand votre enfant a 39 degrés, vous le mettez sous médication. Quand il est à 40 degrés, vous l'amenez à l'hôpital, et à 41 degrés, il est probablement décédé. Donc, il faut savoir que le moindre dixième de degré compte, et en fait la Terre a de la fièvre, et que 2 degrés ce n'est pas rien, c'est même énormément s'il s'agissait de la santé de votre enfant. Donc, on doit faire attention à notre planète comme on ferait attention à nos enfants, et donc il faut de façon très claire réduire nos émissions, la concentration de gaz à effet de serre. Alors là aussi, donc ça c'est un apport fondamental du dernier rapport du GIEC. Comme je vous l'ai dit, on a une perspective on a maintenant beaucoup plus de données, bien évidemment, qui sont disponibles dans la période où le réchauffement climatique est devenu extrêmement perceptible, mesurable. Eh bien, donc, on est capable maintenant d'attribuer quelque part le réchauffement observé aux différentes influences. Et donc, il est clair, sans aucune ambiguïté, et ça fait déjà depuis le quatrième rapport du GIEC que la responsabilité des activités humaines ne fait plus d'ambiguïté. Eh bien, donc, le réchauffement observé est dû au gaz à effet de serre, et il est partiellement masqué, c'est-à-dire que l'effet seul des gaz à effet de serre serait plus fort, et il est partiellement masqué par l'effet refroidissement des aérosols aussi dû aux activités humaines, comme la pollution de l'air. Donc ici, ce graphe montre ici donc, le réchauffement observé, et ça, c'est donc l'influence humaine totale liée donc, de ce réchauffement climatique, sachant qu'on a ôté, bien évidemment, l'influence naturelle. Donc, si on regarde, ça, c'est la contribution des gaz à effet de serre. Donc, vous voyez que les gaz à effet de serre ont une contribution plus forte en termes de réchauffement observé. Donc, pour 1,1 degré de réchauffement observé, nous avons 1,5 degré attribuable aux gaz à effet de serre d'origine anthropique. Nous avons à peu près moins 0,4 degré attribuable, donc de refroidissement lié aux particules de pollution. Et puis, nous avons un certain nombre de facteurs naturels, mais dont vous voyez que le signe, bien sûr, ne joue pas de rôle finalement dans le réchauffement moyen observé. Et une partie est liée à ce qu'on appelle la variabilité interne, c'est-à-dire le fait que, bien évidemment, il y a aussi une contribution de cette variabilité naturelle qui est ici, bien sûr, de moyenne nulle.
Alors, les conséquences observées, et là je parle encore une fois de conséquences observées sur les événements, sont observables hein, sur les événements extrêmes. Il n'y a plus d'ambiguïté sur le fait que les chaleurs extrêmes sont plus fréquentes, plus intenses, les précipitations sont plus fréquentes et également plus intenses. Là, pour les ingénieurs que nous sommes, je fais référence à la loi de Clausius-Clapeyron qui nous dit que dans un climat plus chaud, dans un air plus chaud, eh bien, un air plus chaud est capable de retenir sous forme vapeur une quantité d'eau plus importante. Et donc, quand eh bien, cette eau précipite, elle précipite de façon plus abondante. Les sécheresses augmentent dans certaines régions. Et puis, associé à ces sécheresses, à ces chaleurs extrêmes, forcément, les conditions météorologiques sont propices aux incendies. Et là, je ne vous renvoie qu'aux événements qui sont passés, par exemple, en Amérique du Nord, il y a encore quelques semaines. Et enfin, un des effets très significatifs et observables du réchauffement climatique, c'est d'une part le réchauffement de l'océan, une acidification par l'absorption de CO2 et une perte d'oxygène. Et comme nous le verrons, cette absorption, cette dissolution du CO2 dans l'atmosphère, en plus d'augmenter le pH, donc d'acidifier, eh bien, va réduire cette solubilité, va se réduire avec l'élévation de température. Alors, qu'est-ce que nous dit quand même l'accord de Paris l'accord de Paris cadre en fait les trajectoires futures. D'abord, l'accord de Paris nous dit dans son article 2 qu'il faut garder les températures en dessous de 2 degrés et poursuivre l'effort pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique. Alors ça, en termes d'impact, ça a été quantifié, hein, le passage des 1,5 et des 2 degrés, c'est que typiquement, en termes d'accès à l'eau, eh bien, 2 degrés de réchauffement climatique, c'est un demi-milliard d'individus supplémentaires affectés par des pénuries d'eau. C'est aussi une multiplication par 3 des personnes exposées au risque de crue et puis des stocks là je parle des stocks de poissons, mais de façon générale, l'alimentation, à la fois en qualité et en quantité, sera fortement impactée par le réchauffement climatique. Alors ça, pour rester dans ces trajectoires, que l'accord de Paris cadre, donc dans son article 4, il dit qu'il faut il faut atteindre un pic d'émission le plus vite possible pour effectuer une réduction très rapide et atteindre une neutralité carbone entre 2050 et 2100. Cette neutralité carbone signifie que si nous émettons une unité de CO2 dans l'atmosphère, il faut pouvoir être capable d'en absorber une unité en même moment. Alors, que nous apprennent maintenant les projections climatiques? Alors, il y a un concept qui est important qui s'appelle la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, c'est le changement climatique, c'est donc le réchauffement climatique induit par un doublement de CO2. Et donc, une fois qu'on laisse donc le modèle s'équilibrer, donc c'est un réchauffement à l'équilibre lié à un doublement du CO2. Alors ça, c'est un exercice qui est un petit peu formel, mais qui permet de bien estimer dans un système à l'équilibre, un réchauffement attendu de façon un petit peu codifiée et homogène. Donc là, je présente dans ce graphe, en fonction des rapports d'évaluation du GIEC, donc là, il y a d'abord le rapport Charnay, qui a effectué une première estimation de l'impact du doublement de CO2 sur l'évolution des températures. Donc là, il s'agit du changement de température pour un doublement de CO2. Nous avons ici le premier rapport du GIEC, et vous voyez que jusqu'au 4e rapport du GIEC, on va dire plutôt jusqu'au 3e, l'essentiel de cette sensibilité climatique était essentiellement issu des modèles. La preuve était apportée par la modélisation. À partir du 4e rapport du GIEC, on commence à inclure des mesures instrumentales et paléoclimatiques. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que voilà, si on va essayer de comparer le 5e et le 6e rapport du GIEC, eh bien le 5e rapport du GIEC, vous voyez que la gamme de réchauffement probable, c'est-à-dire issu ici donc pour une probabilité d'occurrence supérieure à 66 degrés, 66%, pardon, excusez-moi, eh bien était comprise typiquement entre 1,5 et 4,5 degrés. Donc ce que nous apprend le 6e rapport du GIEC, c'est plusieurs choses. D'abord, cette sensibilité climatique a été, cette fois-ci, mesurée
avec des méthodologies bien plus robustes que celles que nous avions utilisées jusqu'à présent, dans la mesure, encore une fois, que nous avions beaucoup plus de mesures instrumentales qui permettaient d'observer le réchauffement climatique. Aussi, travailler beaucoup sur des proxys paléoclimatiques permettant de remonter loin dans le temps et permettre aussi de regarder un petit peu quels étaient les comportements, quel était le comportement du climat en relation avec la concentration en CO2, et puis bien évidemment une meilleure compréhension physique. Et ça, donc le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC nous donne plusieurs éléments importants. D'une part, comme vous le voyez ici, cette fois-ci, l'estimation la plus probable, probable déjà, donc du réchauffement climatique, c'est significativement réduit. Avec ici un réchauffement attendu entre 2,5 et 4 degrés. Donc, une incertitude, finalement, qui s'est considérablement réduite par environ 50%. Et donc, avec une conséquence double, alors à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit que les scénarios à très fort réchauffement climatique supérieur à 5 degrés sont quasiment devenus non possibles dans le dernier rapport du GIEC. Alors, je dis quasiment parce que forcément, rien ne peut être complètement exclu. Mais donc, on a une réduction très forte de l'incertitude. Et d'autre part, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que par rapport au 5e rapport du GIEC, on va dire un climat plutôt doux, un réchauffement plutôt limité, par contre, lui aussi est exclu. Donc, la réduction d'incertitude, forcément, permet une prise de décision beaucoup plus éclairée. On sait beaucoup plus dans quelle trajectoire, quelle direction on va. La bonne nouvelle, c'est que probablement un climat extrêmement chaud a l'air de sortir maintenant de la gamme de probabilités raisonnables, mais aussi, malheureusement, un climat avec un réchauffement plus modéré. Alors maintenant, si on regarde cette fois-ci les scénarios, c'est-à-dire les scénarios transitoires, donc des scénarios, donc par rapport au 5e rapport du GIEC, en gros, les scénarios d'émissions sont restés à peu près les mêmes, on en a eu un peu plus, mais c'est surtout qu'on a décrit ce qu'on appelle des SSP, des Shared Socio-Economic Pathways, donc des trajectoires partagées socio-économiques, c'est-à-dire une sorte de récit lié à ces scénarios futurs. Alors ça, en gros, les émissions futures entraîneront un réchauffement climatique supplémentaire. Donc là, ce que l'on voit, c'est les simulations. Donc c'est le passé observé, le passé simulé avec l'incertitude liée à la dispersion intermodèle, et puis donc des projections en fonction de taux d'émission, soit très élevés, intermédiaires, basses ou très basses. Alors ce que l'on voit, c'est que, en gros, seuls les scénarios basses ou très basses nous permettraient, d'une part, de rester en dessous de 1,5 degré. D'autre part, on voit que dans le scénario, que les autres scénarios ne permettant pas de rester au-dessous de 1,5 degré, par rapport là aussi au 5e rapport du GIEC, quelque part, on a perdu 10 ans, c'est-à-dire que là, on est plutôt sur un passage du seuil de 1,5 degré autour des années 2030. Et lorsque l'on regarde le passage à 2 degrés, là aussi, les choses se sont un petit peu accélérées. On est sur un passage autour des années 2050, avec là aussi comme seule possibilité, comme scénario, c'est-à-dire donc de réduire de façon drastique les émissions dans des scénarios bas et très bas. Donc là, justement, quels sont ces scénarios ? Ces scénarios, on les retrouve ici. Donc ça, ce sont les émissions des CO2 très élevés. Donc c'est le cas, bien évidemment, le plus pessimiste, élevé, intermédiaire, et basse et très basse. Et vous voyez que pour maintenir un réchauffement climatique en dessous de 1,5 ou disons 2 degrés, plus raisonnablement, il faut véritablement arriver à la neutralité carbone entre 2050 et 2100. Et on voit que si ce n'est pas fait, le passage à 2 degrés sera irrémédiable. Alors, je parle bien sûr de réduction de CO2, mais on verra, et ça peut faire partie de la discussion, il n'y a pas que du CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre et d'autres gaz à effet de serre qui ont une durée de vie beaucoup plus faible dans l'atmosphère, comme le méthane, qui sont plus réchauffants également, mais du coup, justement, comme ils sont plus réchauffants et une durée de vie plus courte, il y a probablement un grand intérêt aussi de miser sur la réduction d'autres gaz à effet de serre qui nous permettraient surtout d'infléchir beaucoup plus rapidement ces courbes à la fois d'émissions, mais surtout la réponse en température du système climatique.
Alors, une des choses qui va avec le changement climatique, c'est l'efficacité du puits de carbone. On parle beaucoup du puits de carbone, donc une grosse partie du puits de carbone, c'est la végétation, c'est la surface continentale, et c'est l'océan, donc qui, par la loi de Henry, permet de dissoudre le CO2 dans l'eau. Mais le problème de ça, c'est que si on prend juste l'océan, eh bien, la loi de Henry nous dit que si la température augmente, la dissolubilité des gaz devient plus faible. Donc, l'océan, dans un climat plus chaud, ne permettra pas d'absorber autant de CO2. Et puis, les surfaces continentales, quelque part, eh bien, c'est une place limitée. Et donc, les surfaces disponibles pour absorber, elles ne pourront pas croître non plus drastiquement. Et donc, qu'est-ce que nous apprend ce graphe? Nous apprend que d'abord, pour des scénarios avec un niveau élevé d'émissions CO2, la quantité d'émissions de CO2 atmosphérique absorbée par le continent et l'océan est plus grande. Donc, on voit ici que, bien évidemment, pour ici 8000 gigatonnes de CO2, eh bien, on voit qu'on a plus de CO2 absorbé que dans le cas où on en émettrait 4800. Mais plus d'émissions de CO2 restent dans l'atmosphère. C'est-à-dire la fraction ici, on passe typiquement dans un scénario qui nous permettrait de rester autour de degrés à une efficacité de 70%, alors qu'on serait à une efficacité de 44% dans un scénario, on va dire ici, élevé, et à 38% dans un scénario très, très élevé. Donc ceci signifie que la fraction d'émissions de CO2 atmosphérique absorbée par le continent et l'océan devient plus faible au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Alors, pour chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, les changements sont amplifiés dans chaque région. On voit ici que là où ça se réchauffe très vite, en particulier, on en entend beaucoup parler, sont les pôles. Alors, bien évidemment, la gamme de couleurs ne nous permet pas de regarder, par exemple, là aussi une augmentation assez accélérée dans la région méditerranée que je connais bien. Et on voit que, bien évidemment, les continents se réchauffent plus vite que la mer et certaines régions plus vite que d'autres. Il en est de même pour les précipitations. Il y a des changements de précipitation. Alors, c'est des pourcentages, donc c'est des changements au pourcent. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a certains changements qui sont faibles en valeur absolue, mais forcément donc, qui peuvent faire apparaître des changements relatifs beaucoup plus forts. Et donc, on voit des zones d'aridification, donc avec une diminution significative des précipitations, alors que d'autres régions, le cycle hydrologique va s'amplifier et donc va induire ici plus de précipitations. Alors, un des autres vraiment apports du GIEC, de ces derniers rapports, c'est la dimension, c'est l'attribution des extrêmes climatiques. Je vais régulièrement donc faire des interventions sur des plateaux télé. On me demande, voilà, il a plu très fort à Marseille. Bon, est-ce que cet événement est attribuable au changement climatique? Donc, ça, c'est bien sûr une des questions qui sont compliquées à résoudre sur un seul événement. Donc, l'approche événementielle n'est pas forcément pertinente. En revanche, un gros travail a été fait pour dire quelle est la partie attribuable aux activités anthropiques dans l'augmentation donc des épisodes extrêmes. Donc là, je vais parler tout d'abord des extrêmes de chaleur. Donc ici, qu'est-ce que montre ce diagramme? On a deux choses, la fréquence d'une part, l'intensité d'autre part. Et donc on voit qu'à l'époque pré-industrielle, si on avait un épisode par an, ce qui est attribuable au changement climatique maintenant, c'est qu'à présent, on en a 5 par an. Et puis, dans un climat à 2 degrés plus chaud, on aurait 14 par 50 ans. Là, ici, c'est le temps de retour à 50 ans. Donc, on en aurait 14 avec, par exemple, dans un climat à 2 degrés plus chaud, des extrêmes de température qui seraient 2,7 degrés plus chaud, toujours encore à mettre en relation avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le fait que chaque dixième de degré compte. Donc, cette attribution-là, donc des extrêmes au changement climatique est une véritable nouveauté dans ce rapport du GIEC. Alors, il n'y a pas que les précipitations, il n'y a pas que les événements, les chaleurs intenses, il y a aussi les fortes précipitations qui devraient augmenter via la loi de Clausius-Clapeyron d'environ 7% par degré.
Bien sûr, on a déjà observé la proportion de cyclones tropicaux et puis des sécheresses dans certaines régions. Donc là, je montre ici l'exemple pour les sécheresses. Donc là aussi, quand en l'ère pré-industrielle, on en avait une par an, et bien dans un climat à 2 degrés plus chaud, on en a une par 10 ans, excusez-moi, on en aurait 2,4 par 10 ans dans un climat à 2 degrés plus chaud, avec ici une augmentation donc, de 6 écarts-types en termes d'aridité. Alors, en plus de tout ça, viennent la réduction de la glace de mer Arctique, de la couverture neigeuse, du pergélisol, qui sont aussi très bien documentés dans le dernier rapport du GIEC. L'autre chose qui est clairement un apport très fort dans le rapport du GIEC, c'est la capacité de regarder de façon beaucoup plus finement ce qui va se passer dans les différentes régions du globe et en particulier les facteurs générateurs d'impact. Donc là, je présente par exemple les canicules. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce diagramme? En fait, ce diagramme, c'est tout simplement les continents. Hein. Donc ici, vous avez l'Afrique, ici, vous avez l'Europe, l'Europe de l'Est, vous avez ici l'Asie, vous avez ici la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, vous voyez que c'est une façon très schématisée de présenter ici les régions. Mais en gros, ce que ça vous montre, c'est que ici, les canicules augmenteront. Donc, c'est ce petit... alors, je serais incapable de définir la couleur exacte de ça, mais en tout cas, voilà, cette couleur-là montre une augmentation avec un niveau de confiance donné par le nombre de points. Et par exemple, je reprends la région Méditerranée que je connais bien. L'augmentation des vagues de chaleur est très, très significative, par exemple, en Europe de l'Ouest, en Europe centrale, enfin, toute la région euro-méditerranée est très, très fortement impactée par une augmentation très forte des vagues de chaleur. On peut regarder ça également pour les sécheresses. On voit que pour les sécheresses, il y a beaucoup de régions où il y a peu d'accords dans le type de changement. C'est toutes ces régions grisées. Et toutes ces régions un petit peu, donc là aussi, une couleur un petit peu intermédiaire, hein, beige, eh bien là par contre, le signal d'augmentation est significatif. Et pour reprendre aussi une région que je connais bien, la Méditerranée est une région où l'indice de confiance est moyen. Il y a peu de régions encore où le niveau de confiance est très fort. Mais en tout cas, voilà, une des régions qui se détache aussi en termes de signal sur l'évolution des sécheresses. Alors, je conclurai avec un petit peu un discours pour mettre ça en perspective, encore une fois, de l'accord de Paris. Donc là, c'est une figure qui montre l'accroissement de la température moyenne globale depuis l'ère pré-industrielle. Donc ici, on est à aujourd'hui 1,1 degré. Et puis ici, les émissions cumulées depuis 1850 à 1900. Et donc, on voit qu'il y a une relation quasi linéaire entre justement cette élévation de température et cette concentration cumulée en CO2, avec ici projeté la suite de la courbe à partir des simulations climatiques pour les différents scénarios. Donc, on a une relation linéaire entre les émissions cumulées et le réchauffement global, ici donc jusqu'en 2050. Alors, ce que ça nous montre, c'est que pour rester en dessous de 2 degrés, il faut éviter d'émettre un petit peu plus de 3000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère, sachant qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, nous étions ici à 1900, on est à un petit peu plus de 2000 aujourd'hui. Donc, on va dire que nous avons à peu près 1000 gigatonnes de CO2 encore de droit à émettre, même si je n'aime pas du tout ce mot-là, pour rester en dessous de 2 degrés Celsius, sachant qu'après, il faut absolument être en neutralité carbone. Alors, si on regarde aux émissions, au taux d'émission actuel, eh bien, il faut moins de 30 ans pour parcourir ce chemin-là. Et c'est-à-dire qu'il faut réduire de façon drastique nos taux d'émission. On est en gros 2 fois trop émetteurs. Et donc, les scénarios qui conduisent à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés donc, doivent se caractériser par une réduction des gaz à effet de serre de 40 à 70% en 2050 par rapport à 2010 et des niveaux d'émissions donc, proches de zéro à partir aux environs de 2100. Alors maintenant, je vais remettre ça, et ce sera mon slide quasiment de conclusion, en regard de ce qui nous est arrivé l'année dernière, donc c'est-à-dire, et qui continue à nous arriver, la crise du Covid. Donc ça, il faut savoir que en 2020, donc là c'est 2000, donc vous avez l'année pré-Covid, 2019, vous avez l'année 2020. Donc ça, ce sont les émissions donc en milliers de mégatonnes de dioxyde de carbone.
Et donc, vous voyez qu'en 2020, nous avons observé une réduction d'environ 6,4% donc des émissions de CO2 par rapport à 2019. Or, le programme donc, des Nations Unies sur l'environnement estime une réduction des émissions de carbone de 7,6% par an entre 2020 et 2030, donc on est en plein dedans, pour atteindre l'objectif des 1,5 degrés. Donc vous voyez qu'ici, l'année Covid ne rentre même pas dans cet objectif-là, et donc on voit que l'effort à fournir, on va dire, va au-delà de l'année 2020, l'année Covid que nous avons vécue. Alors, il faut maintenant s'armer. On voit que ça, ce sont donc les grands secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. La production d'énergie, c'est 35% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport, 13% et ainsi de suite. L'agriculture, 11%. Et donc, le travail à fournir, c'est de parvenir dans tous ces secteurs fortement émetteurs à réduire très fortement notre empreinte carbone. Et je pense que la discussion qui va s'en suivre va contribuer à cette discussion. Donc, je conclurai là-dessus. Donc, du point de vue des sciences physiques, puisque c'est ça, en fait, que véhicule le groupe 1 du rapport du GIEC, qui est organisé en 3 groupes. Donc, le deuxième groupe sur les impacts du changement climatique et le troisième groupe sur l'atténuation du changement climatique. Les rapports vont être publiés l'année prochaine. Donc, du point de vue des sciences physiques, pour limiter le réchauffement climatique d'origine humaine à un niveau spécifique, il faut limiter les émissions cumulées de CO2 pour atteindre au moins des émissions nettes de CO2 nulles, ainsi que des fortes réductions des émissions d'autres gaz à effet de serre qui pourraient présenter l'avantage de pouvoir avoir une inertie beaucoup plus faible et donc de permettre en fait de modifier la trajectoire de réchauffement beaucoup plus rapidement que juste un impact sur nos émissions de CO2. Des réductions fortes, rapides et durables des émissions de méthane en particulier, comme je vous en ai parlé, qui est à la fois 20 fois plus chaud, on va dire, 20 fois plus réchauffant que le CO2, mais aussi de durée de vie de l'ordre de 10 ans, qui est donc beaucoup plus court, permettrait de limiter l'effet du réchauffement résultant de la diminution de la pollution par les aérosols et en plus d'améliorer la qualité de l'air. Et là-dessus, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je pourrai plus tard répondre à toutes les questions que vous avez. Alors, je propose de passer aux questions-réponses. Donc, vous pouvez tous poser des questions dans le flux de Q&A. Alors, il y a une question justement qui est directement liée à ce que tu as dit à la fin. Il y a un participant qui demande, tu parles souvent en fait d'émissions de CO2, qui demande si les scénarios présentés intègrent les émissions en méthane, oui. Dont on sait qu'ils ont un effet plus important sur le réchauffement climatique, ou ils sont modélisés que sur la base des émissions de CO2. Non, ils sont. Alors, les scénarios intègrent l'ensemble des gaz à effet de serre. Et justement, probablement des grandes actions qu'il faudra prendre, on parle beaucoup de CO2 équivalent. Donc, pour intégrer l'ensemble des gaz à effet de serre, ces CO2 équivalents, c'est sur une période de 100 ans. Si on veut, donc 100 ans maintenant, c'est plus tenable. La nécessité d'action, elle est à beaucoup plus courte échéance que ça. Et donc, ce CO2 équivalent probablement devra être revisité pour essayer donc d'intégrer cette fois-ci une dimension des plus forte, un proxy plus pertinent pour des trajectoires, pour des scénarios à plus court terme. Mais en tout cas, oui, le CH4, les trajectoires CH4 sont introduits dans les scénarios. Oui. Alors, avant de poser des questions, je voudrais d'abord te remercier. Je crois que c'est vraiment très appréciable d'avoir une présentation qui est très didactique de ce sujet. Parce qu'en fait, les rapports, quand on lit les rapports du GIEC, ils sont extrêmement difficiles à comprendre. Donc, je pense que tous les participants ont apprécié d'avoir une présentation aussi claire et qui leur permet de mieux comprendre en fait ce sujet. Autrement, moi, avant de reprendre peut-être d'autres questions, j'ai 2 questions que je voulais te poser. Alors, la première, en fait, c'est sur Energy for Climate. Donc, tu es le directeur d'Energy for Climate. C'est un des centres interdisciplinaires de compétences de l'Institut Polytechnique de Paris. Moi, j'ai compris que l'objectif, c'était d'être un leader mondial au niveau du changement climatique et de la transition énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce centre ? Donc, c'est interdisciplinaire. Est-ce qu'on est vraiment sur la trajectoire d'être un leader mondial ? Est-ce que vous avez les moyens ?
Alors, plusieurs choses. Donc d'abord, le centre interdisciplinaire Energy for Climate, l'idée, c'était de dire, bon, l'énergie n'est pas forcément un objet d'étude dans les laboratoires, c'est une application. Et donc, dans très nombreux laboratoires du périmètre IP Paris, eh bien, nous avons des laboratoires qui ont une partie de leur activité sur le changement climatique, sur les questions d'énergie. Donc l'idée, ça a été de dire, on va offrir à tous ces laboratoires un cadre de travail interdisciplinaire qui permet cette fois-ci d'abord de valoriser les travaux qui sont faits sur l'énergie, mais en plus de pouvoir, par une vision un petit peu interdisciplinaire, apporter des réponses de façon beaucoup plus systémique que si l'on regarde les choses de façon silotée. Le deuxième chose, l'objectif de Energy for Climate, c'est de démontrer la faisabilité de la transition énergétique sur le terrain. Donc, on travaille sur le développement de démonstrateurs, donc en particulier sur les smart buildings, les smart cities. Donc, on a sur le campus d'IP Paris maintenant 3 smart buildings en opération qui nous permet à la fois de tester les questions de contrôle prédictif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un smart building? C'est un building qui est en autonomie, qui fait de l'autoconsommation, c'est-à-dire qu'il produit son énergie avec, par exemple, des panneaux solaires. Il y a un système de stockage plus un système intelligent de gestion. On peut faire aussi du véhicule électrique là-dessus. Il y en a dans nos démonstrateurs. Et donc, l'idée, ça fait à la fois l'appel aux sciences des données sur comment gérer, optimiser la gestion de ce type de bâtiment pour réduire son empreinte carbone, pour améliorer le bien-être à l'intérieur du bâtiment. Nous avons des problématiques de contrôle prédictif, donc qui mobilisent tous les gens qui font de la prévision de la ressource, la prévision de la consommation, des gens qui travaillent sur les problématiques de flexibilité, de sobriété de sa consommation au sein des bâtiments. Donc, on a, via des objets, des démonstrateurs très disruptifs, une vraie recherche interdisciplinaire. Alors, sur quoi on veut être? La question, c'est pas est-ce qu'on veut être ou est-ce qu'on a la capacité d'être leader mondial. Je suis sûr qu'on le sera, et pas dans si longtemps que ça. Mais la question, c'est plutôt sur quoi? C'est-à-dire que le Centre Energy for Climate traite beaucoup de choses et on ne peut pas être leader sur tout. Mais je pense que, par exemple, sur la question des smart buildings, on est capable d'aller véritablement très, très loin dans le bâtiment ou la ville comme élément de la transition énergétique, avec aussi bien des problématiques de type économique, des problématiques de type data science, avec des problématiques de type matériaux. Donc, je dirais que, en tout cas, ça, c'est un sujet sur lequel on mise vraiment pour être quelque part localisé sur une carte mondiale des campus internationaux sur la question de transition énergétique. Je pense que si on veut rester dans le timing, alors il y a un certain nombre de questions en ligne. Alors, il y a peut-être certaines où tu peux répondre en ligne et autrement, on répondra peut-être à la fin, on reprendra à la fin les questions. Je pense que c'est important de garder du temps pour la deuxième session avec Orange. Donc, Stéphanie, écoute, je te passe la parole. Tu t'es présentée tout à l'heure. Tout à l'heure, je me suis présentée brièvement par rapport à l'association Alumni ENSTA. Je vais me présenter brièvement. Donc, Stéphanie Touram, j'ai créé un petit cabinet de conseil qui s'appelle Résilience Lab et qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique et notamment sur les bilans carbone. Moi, en tout cas, je remercie beaucoup Philippe pour cette présentation qui nous dit qu'on a quand même beaucoup de pain sur la planche et que pour arriver à réduire les émissions de GES de 7,5% par an, visiblement sur les prochaines années, je pense qu'il faut l'aide des entreprises. C'est une lapalissade. Et pour ça, Orange a commencé un petit peu à s'engager dans cette voie. Et donc, je voulais vous présenter Emmanuel Temkin. Emmanuel, je vais te présenter. Et puis après, je te poserai quelques questions. Donc, Emmanuel Temkin, je suis directrice innovation et RSE pour la branche B2B d'Orange en France. Donc, c'est tout, on vend à toutes les entreprises, en fait, nos services, nos produits Orange. Emmanuel, tu as commencé, il y a certaines actions qui ont commencé déjà chez Orange, donc tu vas nous en présenter quelques-unes. Ouais. J'ai envie de te demander, finalement, quel a été le déclencheur pour lancer tout ça dans ton entreprise? Le déclencheur, en fait, je vous mets à l'écran, là, il y a une communauté qui s'appelle Je suis vert, ce que j'entendais tout à l'heure, que pour que les gens passent à l'action, il fallait vraiment créer la communauté. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est le truc de trouver les gens qui ont les mêmes soucis que nous, en fait, pas forcément les mêmes idées, parce que c'est plus facile d'avoir des
problèmes sur ce sujet que des solutions. Donc du coup, et puis une certaine sensibilité en fait, et le fait de se poser des questions, de trouver des gens qui se posent des questions, les mêmes questions que soi, c'est vraiment hyper important parce que c'est un sujet qui peut être assez... Enfin là, on le voit bien d'ailleurs, après la super présentation qui est topissime, c'est quand même assez plombant, même si on a lu le rapport avant, même si on a fait une quinzaine de fresques du climat, ça reste toujours un sujet qui n'est pas évident à prendre en compte, tellement il est gros et qui nous dépasse. Et donc, de trouver des amis, moi, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Donc, en fait, au sein d'Orange, on a un espèce de réseau social interne qui s'appelle Plaza, sur lequel toute personne peut proposer un groupe. Donc, là, ce groupe-là existe au sein d'Orange où il y a plus de 1300 personnes qui sont dedans. Donc, c'est quand même beaucoup. Et donc, pour moi, l'élément déclencheur, c'était vraiment de pouvoir trouver des gens avec qui parler. Il y a des sessions ouvertes au téléphone de tous les lundis pendant 3/4 d'heure où tout le monde peut venir. Et puis, il y a un esprit qui est très bienveillant, c'est-à-dire qu'on on y va sans jugement, on peut poser ses questions. Il y a beaucoup de compréhension. Hein. D'ailleurs, ça se voit dans les questions. Quand on commence à creuser le sujet, donc en plus, avec un esprit ingénieur, je ne me suis pas présentée. Moi, j'ai fait Centrale Paris et je continue à donner des cours dans des écoles d'ingénieurs. Donc, des cours d'intelligence artificielle, des trucs assez techniques. Enfin voilà, je suis restée avec un esprit ingénieur et du coup, on se pose pas mal de questions et de pouvoir échanger. Tiens, est-ce que j'ai bien compris telle chose par rapport à telle chose? C'est hyper important parce que sinon, déjà c'est angoissant et puis en plus rester avec ces questions, c'est pas très. Enfin, voilà, on peut rester tout seul trop longtemps. Je pense que c'est un sujet où il faut vraiment se trouver des amis. C'est la première chose. Oui, merci Emmanuel. Et on voit effectivement cette dimension sociale qui vient s'ajouter largement à cette dimension plus scientifique qu'on a vue. Même si on sait que les lois de la physique ne se négocient pas, hein, c'est bien ça qu'on comprend. Donc il va falloir que les êtres humains à l'intérieur de leur petite communauté, eux, ils se mettent à négocier entre eux pour effectivement diminuer leur empreinte sur Terre. Et là, on voit apparaître toute la dimension sociale et sociétale de la problématique. Oui, tout à fait. Merci Emmanuel. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où dans cette transformation? Alors aujourd'hui, alors il y a Orange qui a repris plein de choses, mais qu'on a fait justement nous, en fait, les salariés. Alors moi, j'ai une position un peu double, justement, peut-être de pivot, puisque je suis à la fois... je me considère comme salarié, comme n'importe qui dans le groupe, mais en tout cas, discutant souvent avec des gens qui n'ont pas forcément de responsabilité hiérarchique dans l'entreprise. Et de l'autre côté, comme j'ai une responsabilité, que c'est mon job, du coup, ça me permet de mettre en action, donc c'est assez facile pour moi, de mettre en action, en fait, ce qui peut être décidé. Donc, dès qu'on commence à regarder le sujet, tout à l'heure, donc, Philippe disait on a environ un espèce de quota à émettre de 1000 gigatonnes pour respecter les accords de Paris. Donc, quand on divise par le nombre de personnes, on arrive à passer, en tout cas en France, on dit qu'on est généralement entre 10-12 tonnes de CO2 par an et il faut arriver à 2 tonnes. Donc, typiquement, nous, on a fait une calculette salariée. Donc, il existe plein de calculettes CO2. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà et vous avez déjà fait votre empreinte carbone avec la calculette de l'ADEME. Nous, on s'est dit, en tant que salarié, en tant qu'entreprise, ça serait quand même chouette de pouvoir donner ça à nos salariés. Et en plus, évidemment, en faisant un focus sur le numérique. Parce que le numérique a une double... Enfin, tout le monde, de toute façon, a un double jeu, je pense, dans ces sujets-là. Il n'y a pas que le numérique, mais... le numérique, c'est flagrant, tout le monde, on voit bien que comme ça augmente énormément, on est en train le pourcentage d'utilisation, les usages explosent et donc du coup, toute la pollution potentielle à venir est encore plus énorme que celle qui existe déjà. Donc, le numérique, c'est un souci, ça peut être aussi une solution. Donc, en tout cas, ça nous semblait vraiment important de pouvoir, en fonction des usages numériques de chacun,
de pouvoir donner des chiffres. Donc ça, on a fait une calculette qui permet à chacun de calculer son empreinte carbone. Alors, par rapport à ce qui existe déjà, il y a aussi, alors je ne sais pas si vous voyez là sur le slide, il y a la partie empreinte carbone. Ça, c'est la mienne. Hein. Ça, c'est mon empreinte carbone à moi en ce moment. Donc, vous voyez, même en ce moment, simplement sur ma vie professionnelle, je suis déjà au-delà des 2 tonnes. Donc, ça veut dire que je n'ai pas compté ma vie personnelle, je n'ai pas compté le chauffage au gaz de ma maison, j'ai compté simplement le fait de travailler dans l'entreprise, de passer du temps dans l'entreprise, de manger les plateaux repas dans l'entreprise, des choses comme ça. Ça me fait certaines tonnes de CO2 et en plus, on calcule l'impact carbone généré par autrui. Donc, c'est un espèce de scope, de scope 3, si vous voulez, personnel. Mais alors là, je ne sais pas si on le voit sur le slide, mais il est beaucoup plus grand. Dès qu'on organise quelque chose, on peut aussi se dire, alors, ou même dès qu'on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, si on organise un séminaire aussi, comment est-ce que les gens vont y venir? Enfin bref, ça permet en tout cas d'avoir vraiment en tête tous les ordres de grandeur. Parce que je pense que c'est super important. Puis en plus, comme là, on est dans Alumni Fort de Planète, on a tous fait des grandes écoles. Ce qu'on sait faire, c'est justement des ordres de grandeur, faire des règles de 3, ça c'est hyper important. Pour pas arriver avec des fausses bonnes idées. Parce que sinon, il y en a plein. Quand on commence à parler du sujet, il y a toujours les gens qui vont dire « Ah, mais il suffit de nettoyer sa boîte mail et puis de supprimer les gobelets. » Enfin, je caricature, mais en fait, c'est vraiment le truc qui arrive toujours en premier dans tout le monde de l'entreprise. Et puis, en faisant des calculs, on arrive à voir que c'est peut-être pas ça qui va révolutionner le monde. Si tout le monde faisait ça, ça ne changerait peut-être rien du tout. Typiquement, pour les mails, généralement, c'est la taille de la boîte si vous les effacez. En plus, si vous les effacez pendant que vous êtes en mobilité, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Ça peut peut-être même faire l'effet inverse. Donc, c'est vraiment super important de comprendre d'où ça vient. Et peut-être que ce sur quoi je vais vraiment insister, c'est ça, c'est la fresque du climat. Donc, nous, à l'intérieur d'Orange, en fait, on s'est reconnu dans Je suis vert à avoir fait la fresque du climat par ailleurs personnellement. Et donc, on a monté ça. Et maintenant, c'est devenu un objectif pour toute l'entreprise que 10% des salariés soient formés. Donc, ça, c'est une super victoire. On est une centaine d'animateurs. Donc, on est 2 formateurs d'animateurs accompagnés par la fresque du climat. Et on est une centaine d'animateurs dans tout le groupe Orange. Donc, vous voyez là, c'est même de Climate Collage, donc c'est même la version anglaise. Donc, on fait aussi des sessions. En ce moment, d'ailleurs, c'est la semaine, la CSR Week chez Orange. Donc, on fait des sessions de fresque du climat en français et en anglais tous les matins, tous les après-midi. Parce que Orange, ma direction à moi est vraiment côté Orange France. Mais Orange, c'est un groupe où il y a 150, peut-être un petit peu moins maintenant, mais 140 000 personnes partout dans le monde. Donc, la dernière fois que j'ai fait des fresques du climat, alors en plus, ça c'est génial, hein, d'avoir quelqu'un du Brésil en même temps qu'un Japonais, en même temps qu'un Allemand, en même temps qu'un Anglais. Alors, il faut bien réviser ces facteurs d'émission pour pas raconter n'importe quoi et bien regarder quel est le mix énergétique de chacun des pays pour être sûr de donner des informations qui ne soient pas trop… avec notre prisme français, avec notre électricité parmi ou la plus décarbonée au monde. Donc, il faut vraiment avoir tout ça en tête, mais ça permet de faire un lien dans l'entreprise. Enfin, ça, on considère que pour nous, en tout cas, c'est vraiment les salariés qui ont voulu faire ça. On a réussi à le mettre on a tout un outil qui gère les formations, donc qui est officiel. Il s'appelle Orange Learning, donc c'est un boulot à chaque fois énorme de mettre toutes ces formations pour que ce soit compté officiellement. Mais en fait, de passer à l'officialisation, ça nous a permis aussi de monter une marche. C'est-à-dire qu'avant, on s'était dit, alors pour ceux qui ont fait la fresque du climat, ça dure 3 heures, 3 heures et demie, hein, et puis même au bout de 3 heures, on n'a pas forcément tout compris. Le but à chaque fois, c'est vraiment de mettre des flèches pour dire à cause de ceci, il va se passer cela. Donc, c'est vraiment de montrer les causes à effet. Et puis, donc, on a toute l'explication du changement climatique et les conséquences possibles.
Donc, au départ, on le faisait un peu, je ne vais pas dire en douce, mais voilà, entre midi et 2. Entre midi et 2, trouver 3 heures, c'est pratiquement impossible. Donc, on s'est dit, on va l'officialiser. Donc, alors que ça, c'est du coup, enfin voilà, moi j'ai une équipe qui est super impliquée dessus et qui a permis, que je remercie d'ailleurs, et qui a permis de pouvoir mettre ça dans les outils officiels. Du coup, il y avait une visibilité, ça nous permet de mesurer aussi, d'être sûr, de pouvoir dire, eh bien, on est passé, donc on a une espèce de courbe exponentielle de gens qui sont en train d'être formés à la fresque du climat. Mais voilà, ça, c'est vraiment une énorme avancée. On a aussi vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses en entreprise et qui ne savaient pas comment. Donc, on a complètement ouvert à ceux qui ont envie d'être volontaires RSE. Pour que ce soit officialisé, on leur a fait une espèce de description avec même combien de temps ils pourraient être amenés à passer sur le sujet. Donc, c'était très peu de temps. Je pense qu'on a dû mettre une demi-journée par mois ou quelque chose comme ça, puisque en gros, c'est une réunion d'1 heure tous les 15 jours. Et puis, si jamais ils travaillent sur un projet, ça peut peut-être ajouter. Donc, on a obtenu la validation managériale. Ça, c'était très important de donner la liste des gens. Donc, nous, typiquement, le premier appel qu'on a fait, on a eu 120 personnes dans notre direction qui se sont portées volontaires pour être des volontaires RSE. Et on a eu deux refus managériaux qu'on a pris en compte. Et en tout cas, on a cette communauté-là. Et cette communauté choisit ce qu'elle veut faire. Et donc, on leur donne carte blanche. La seule chose sur laquelle on s'engage, nous, c'est que quand ils font quelque chose, eh bien, on va évidemment le prendre en compte. Donc, par exemple, ils ont inventé un jeu qui s'appelle Mission DD. Donc, c'est un jeu Mission Développement Durable en faisant tout un focus sur l'objectif 13 du développement durable, donc qui est sur le changement climatique. Mais c'est eux qui ont inventé les questions, les réponses. Donc, c'est un petit jeu sur Klaxoon. Je ne sais pas si vous connaissez cette animation. Donc, ça peut se jouer en équipe. C'est une animation qu'on propose. Donc, voilà, on essaye de varier les sujets entre la fresque qui est bien établie avec l'association de la fresque du climat et puis de l'autre côté, quelque chose qui peut complètement venir de bottom-up. On leur a demandé aussi aux volontaires RSE ce qu'ils avaient fait pendant l'année ou pendant les derniers mois. Et ils nous ont fait un petit book. Alors, c'est génial. Hein. Donc, il y en a qui ont fait des conférences. Donc, si quelqu'un a une idée ou est spécialiste d'un sujet, donc, comme un peu Philippe nous a fait, il y a des gens qui vont se passionner. Typiquement, on a des conférences, on a une conférence sur les métaux. Donc, quelqu'un qui avait lu le premier bouquin, en tout cas, pas celui qui vient de sortir, de Guillaume Pitron, et notamment tous les métaux qu'il y a dans le numérique et dans les smartphones. Donc, c'était hyper intéressant aussi pour les gens d'Orange. Donc, il a monté lui-même sa conf. Donc, il l'a d'abord testé justement avec la communauté Je suis vert avant, pour être sûr que tout le monde, on travaille vraiment à chaque fois en testant. Dès qu'il y a une idée, elle va être testée. Et ensuite, nous, on lui a donné une organisation, une audience, un peu comme ce que vous faites, pour qu'il puisse monter sa conférence sur le sujet. Il y a des personnes qui ont voulu échanger aussi des idées sur différents thèmes. Donc, il y avait sur la maison, sur les déplacements aussi, quelqu'un qui voulait témoigner sur comment est-ce que j'ai fait pour passer de la voiture au vélo. Donc, ça paraît complètement anecdotique, mais en fait, ça, c'est complètement dans la ligne, dans la feuille de route d'Orange. Hein. Quand on a regardé, donc Orange, nous, on est accompagné globalement par Carbone 4, donc on a une estimation de notre scope 3, on connaît à peu près très bien, on va dire, notre scope 1 et 2, et puis sur le scope 3, il y a une estimation, il y a des objectifs qui ont été pris récemment de diminution du scope 3 aussi, mais donc typiquement, il y a des actions qu'on aurait pu avant trouver comme anecdotiques et qui sont complètement dans la feuille de route d'Orange, par exemple, de venir pour les trajets domicile-travail. Donc ça, c'est aussi des actions qu'on a pu mettre en place. On a mis en place aussi des ateliers qui sont ouverts à tout le monde. Donc ça, c'est n'importe qui peut venir participer. C'est des ateliers qui existent en anglais et en français. Donc, c'est ouvert aux salariés, mais c'est ouvert aussi à l'externe. Donc, typiquement, il y a des ateliers zéro déchet. Alors ça, ce n'était pas évident au départ en entreprise de faire des ateliers zéro déchet. Surtout, nous, on est sur la partie B2B. Donc, moi, j'avais eu pas mal de remarques en interne en disant « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu es sûr que ça doit vraiment être
dans la direction et c'était vraiment quelque chose qui venait des équipes. Ils voulaient absolument travailler sur le zéro déchet. Et quand il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, ça va marcher. En fait, ça, c'est le truc magique avec la RSE, c'est qu'il y a beaucoup de passion et du coup, cette passion, elle opérationnalise toutes les idées. Donc, on a mené avec une start-up qui s'appelle monatelierecofrugal.fr, ils fournissent un kit qui est un peu comme une espèce de réunion Tupperware, mais au lieu de montrer les différents Tupperware, eh bien, on va montrer, on va poser à chacun sa question, qu'est-ce qu'il fait pour les déchets de cuisine, pour tout type de déchets. Et donc ça, on a monté des ateliers zéro déchet. Si vous voyez aussi sur la droite, on a des ateliers sur le numérique responsable. Donc ça, on l'a aussi monté en bottom-up avec la start-up toujours la même, monatelierecofrugal.fr, en se disant, nous, Orange, on est quand même, le numérique, c'est notre boulot. Les gens qu'on rencontre nous disent à chaque fois, le numérique, ça pollue, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce que vous avez des idées d'action? Donc, on a monté un atelier où il y a toute une partie sur le matériel, puisque dans le numérique, c'est à peu près 50-50 entre le matériel et l'usage. Donc, on pourrait dire entre la partie fabrication pour avoir le matériel et puis ensuite l'utilisation. Quand on est côté smartphone, on est plutôt 80% à la fabrication et 20% à l'usage, mais si on prend tout, les livebox, les écrans, on est globalement à 50-50. Donc, on a 11 thèmes, 11 propositions d'action. Et à chaque fois, c'est du bottom-up sur le matériel et 11 sur les usages. Et à chaque fois, c'est du bottom-up. Donc, à chaque fois, on demande à chacun, mais vous, c'est quoi votre recette? Donc, typiquement, moi, ce midi, j'en animais un sur des plages de détox numérique. Comment est-ce que je m'organise des plages de détox numérique? Et ça, on demande à chacun comment est-ce qu'il fait, est-ce qu'il l'a déjà fait. Donc voilà, c'est super important, je pense, c'est vraiment de faire participer les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, qui font plein de choses. Oui. Ouais. Justement, c'était un petit peu ma question. Finalement, les points clés de réussite de cette stratégie, finalement, en 2 mots, tu dirais quoi? Moi, je pense que les points clés, alors j'insiste sur la partie fresque du climat. À la fin, pour ceux qui l'ont fait, à la fin de la fresque du climat, il y a une partie émotion. Et donc, dans l'émotion, il y a aussi une espèce de courbe de deuil. Je pense parce que tout à l'heure, on entendait, et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions aussi sur les questions. Marwan Laoud qui disait que aucun problème ne peut être résolu par des scientifiques et ingénieurs. Je pense qu'il faut faire un peu le deuil de ça. Il y a plein de problèmes, ou alors on considère que ce n'est pas des problèmes, mais ils sont quand même des problèmes. Enfin, quand on me demande, moi, mon animal préféré dans ce genre de truc, je dis toujours le dodo. Le dodo, il n'existe plus. Voilà, pour moi, c'est un problème. Comment on va faire renaître les dodos? Non, c'est impossible. Donc, du coup, enfin, voilà, il y a une extinction de masse. Il faut prendre en compte la vérité. Il ne faut pas se dire qu'on va trouver des résolutions à tout. Je pense que ça tant qu'on est dans cet esprit peut-être trop, enfin, c'est vrai qu'on nous apprend ça en école d'ingénieur, et je suis la première témoin à le dire, mais je pense qu'il faut faire le deuil de ça. Il faut faire le deuil j'ai appris plein de choses, mais en fait, j'ai pas appris à créer la vie et j'ai pas appris peut-être l'essentiel. Donc, il faut passer cette étape-là. Je pense que la fresque du climat, ça montre un peu ce que nous a montré Philippe en images. C'est les travaux du GIEC avec des photos. Donc, ça permet de sensibiliser la majeure partie des personnes, mais faire le deuil de ça, avoir beaucoup d'humilité, se dire qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. En revanche, avoir des amis, et puis même s'il y a une toute petite action, même s'il y a un tout petit espoir, il faut absolument faire quelque chose. Ça, c'est hyper bien expliqué aussi dans tous les livres de Sébastien Boller, Le bug humain ou Où est le sens, qui montre que on en a besoin en fait en tant que cerveau humain, on a besoin de s'accrocher à des choses qui vont pouvoir trouver des solutions. Donc ça, je pense qu'il faut cette partie de deuil, il faut une grande humilité, il faut du courage aussi pour affronter des gens qui ne sont pas forcément dans... Nous, on est dans une direction commerciale, donc ce n'est pas toujours... nos objectifs, ils ne sont pas toujours en ligne avec les objectifs qui sont donnés par chacun dans l'entreprise. Donc, il faut pouvoir
apporter nos sujets et poser la question. Et donc qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Qu'est-ce qui se passe si on va vraiment au bout de nos objectifs commerciaux? Qu'est-ce qui risque de se passer? Enfin, donc voilà, il faut du courage pour pouvoir intervenir à chaque fois, se mettre vraiment à plusieurs, faire des règles de 3. Voilà, il y a tout un cheminement, je pense, intellectuel qu'il faut faire, lire. Il y a beaucoup d'échanges dans la communauté, d'échanges de lecture, de visio. Typiquement, quand on fait les fresques du climat, ensuite on donne un mail de récap. Ce mail, il fait 4 pages. Mais c'est un mail qui est génial. C'est-à-dire que ça donne tous les bouquins qu'on a aimés, parce que chaque animateur donne en plus ce qui, lui, correspond à sa sensibilité et ce qui l'a touché, ce qui l'a aidé à comprendre la complexité physique, chimique du phénomène. Et il y a aussi plein de vidéos qui existent. Typiquement, les vidéos du réveilleur sur YouTube sont fabuleuses. Donc, il y a plein de choses qui existent. Celles de Jean Covici aussi. Il y a le cours des mines, de 22 heures de l'école des mines. Moi, tous les gens qui rentrent dans mon équipe, je leur dis, le premier truc, vous regardez les 22 heures de cours. Voilà. Et je pense que d'avoir la connaissance du phénomène en profondeur, on devrait tous, Alumni for the Planet, on devrait tous se dire, on a quand même l'esprit, on a fait des grandes écoles, on peut prendre le temps de faire ces 22 heures de cours et en parler à nos amis, à nos chefs, à nos collègues qui ont aussi peut-être fait des grandes écoles, mais commencer par ça. Effectivement, il y a beaucoup de ressources sur Internet et ailleurs pour avancer sur ces sujets et se mobiliser tous ensemble. Merci beaucoup. On va mettre un sondage en ligne. On va vous mettre un sondage en ligne qui sera à la fois pour évaluer l'événement et aussi pour voir si ça vous a donné envie de passer à l'action. Remplissez-le, il est assez simple à remplir, mais ce serait vraiment très utile. Et bien sûr, on le partagera avec vous, on le fait à chaque fois et ça nous donne des éléments très utiles pour savoir comment passer à l'action. Donc voilà, je te repasse la parole, Stéphanie. Peut-être il y a des questions. Pour Emmanuel, ce serait bien de pouvoir les poser. Puis après, on rebasculera sur les questions qui restaient pour Philippe. On voit beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions chez Emmanuel. Et ça, du coup, ça donne envie justement de se mobiliser dans sa propre entreprise. En tout cas, merci pour cette énergie. Peut-être une dernière question. Emmanuel, quelles initiatives bottom-up t'ont surprise finalement dans tout ça? Ce qui m'a le plus surpris, je pense que je reviens sur la partie de la fresque du climat. Ça, c'est quand même un gros sujet, et le fait que ça vienne en bottom-up et qu'on arrive à le porter jusqu'en haut de l'entreprise, moi, franchement, coup de chapeau à tous les salariés d'Orange, à toute la communauté qui porte ça, parce que c'est vraiment, faut avoir le courage de le faire, il faut se plonger aussi dedans. Donc on a mis en place un parcours pour devenir formateur, c'est en 6 modules, il faut passer du temps, il faut s'engager dessus, c'est pas toujours en lien avec son métier, ça peut être parfois considéré comme totalement orthogonal. Je vois typiquement dans les questions sur la partie 80% des smartphones qui vient de l'énergie, donc de la fabrication, oui, hein, pour vous donner une idée, c'est parce que en fait, c'est fabriqué en Chine, et donc en Chine, l'électricité vient du charbon, et en fait, quand on fait des couches très basses d'assemblage des métaux, on a besoin d'avoir 0 poussière, et donc le fait d'avoir des salles qui permettent le 0 poussière, c'est des salles qui vont avoir un espèce d'aspirateur en continu. Elles dépensent énormément d'énergie, ces salles-là, énormément d'électricité. Et en fait, comme c'est de l'électricité très carbonée en Chine, donc du coup, c'est pour ça que ça nous fait, hélas, comme c'est un concentré technique, c'est pour ça que ça fait ça. Donc ensuite, effectivement, il y a des sujets sur la 5G. Donc ça, c'est des discussions qu'on a chez Orange, hein. Il y a aussi une étude qu'on a commanditée, donc typiquement qui a été commandée par Orange pour voir quel était justement l'impact sur l'environnement de la 5G. Donc généralement, il y a aussi une histoire de scope, parce que souvent on parle d'efficacité. Donc là, on a complètement raison, c'est beaucoup plus efficace, mais c'est peut-être seulement sur les scopes 1 et 2. Donc
Effectivement, il faut regarder tous ces sujets-là. Je voudrais quand même prendre une question, parce qu'il y a les questions, est-ce que les initiatives sont à la hauteur des enjeux? Non, bien sûr que non. En fait, non. Ça, si vous prenez le document Faire sa part de Carbone 4, c'est hyper clair. C'est-à-dire les initiatives qu'on peut faire en tant que perso, elles sont toutes petites. Elles font 20%. Et encore, parfois, c'est en investissant, en transformant sa chaudière à gaz par une pompe à chaleur. Enfin bref, et ça va faire que 20%. Ensuite, il y a toute la partie entreprise. Et donc, je pense que c'est cette partie-là à laquelle on s'attaque, là, tous ensemble, avec Alumni for the Planet. Donc, je pense que cette partie-là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse tous ensemble. Et à la fin, il y a aussi toute la partie réglementation, l'État. Si les lois obligent à certaines choses, évidemment, ça peut changer. Mais effectivement, nous, on a commencé, on va dire, en tant que salariés sur la partie un peu calculette perso. Et donc là, c'est les 20%. Et encore, la partie investissement, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais la deuxième partie liée aux entreprises, ça, oui, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on commence maintenant, en fait. Mais pour l'instant, on n'a pas encore commencé. Merci beaucoup, Emmanuel. Je propose que peut-être on revienne sur les questions ou des questions. Peut-être, Gérard, tu as identifié des questions pour Philippe qui est encore avec nous. Et ensuite, on pourra conclure, mais peut-être on a encore du monde avec nous. On profite pour engranger des réponses au petit sondage. Et donc, Gérard, je te repasse la main éventuellement pour quelques questions-réponses avec Philippe, en remerciant 1000 fois Emmanuel de son témoignage. Je prends juste un moment parce que je vois que dans les questions, il y a plein de gens qui demandent qu'on teste des choses chez Orange. C'est avec grand plaisir. Donc, vous m'écrivez emmanuel.temkin@orange.com et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra tester tout ce que vous avez imaginé. Et Emmanuel, je crois qu'il y a une question pour toi, si tu veux te déconnecter après. Il y a une personne qui posait la question de savoir si Orange avait fait son bilan carbone en incluant le Scope 3, et notamment l'empreinte carbone des terminaux utilisés par vos clients. Oui, tout à fait. Deuxième sous-question, quand arrêterez-vous de vendre des terminaux? Quand est-ce qu'on arrêtera? On commence déjà par vendre du reconditionné. Alors, sur la partie grand public, je ne connais pas les chiffres, mais je sais que sur le B2B, alors ça, c'est génial, parce que du coup, là, la partie, le troisième pavé, la loi nous aide, puisque tout le secteur public est obligé d'avoir 20% de ses achats qui est du matériel reconditionné. Donc ça, génial, hein, une loi comme ça, tout le monde l'attendait. Et donc, du coup, on a énormément de mal à fournir. Ça n'existe pas forcément ça tant que ça. Moi, c'est un reconditionné que vous voyez là, mais ce n'est pas si évident que ça. Il n'y en a pas assez sur le marché, en fait. Donc, voilà. Donc, vendre du neuf dès qu'on peut. Vendre du reconditionné, après tout, si c'est quelque chose qui est réparé, pourquoi pas, hein. C'est comme on répare les vélos, on va pas racheter un vélo neuf, évidemment. Les Fairphone? Les Fairphone, on les vend depuis longtemps, à la fois sur le marché entreprise et sur le marché GP. Et il y a un nouveau téléphone. Alors, l'annonce officielle, enfin, il est déjà en boutique, qui s'appelle le Nevalif, qui a été fait, qui n'est pas 5G d'ailleurs, mais qui est un téléphone qui a été conçu par des gens d'Orange et qui est hyper robuste. Il a une coque pour pas être cassé, parce que la plupart du temps, on a regardé qu'est-ce qui cassait, c'était les écrans. Donc, du coup, il inclut lui-même une espèce de protection de l'écran. Si vous le faites tomber, ça ne se casse pas. On peut le démonter soi-même. Et puis, il est à 149 €, donc c'est vraiment 3 fois moins cher que le Fairphone. Voilà. Moi, il y a une question, peut-être, il y a une personne qui dit on a besoin, alors c'est peut-être plutôt pour Philippe, ça, on a besoin d'ordre de grandeur pour voir quelles sont les actions prioritaires. Si l'énergie, 35% de contribution et 80% de combustible fossile, le numérique, par exemple, me paraît un sujet bien moins important. Tu peux en dire un mot, Philippe? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille prioriser. Il y a des secteurs qui sont, comment dire, on peut pas faire le luxe de cette priorisation. Il faut réduire partout où c'est possible rapidement. Sur le numérique, il y a beaucoup de choses qui est entendu. On sait très bien que oui, en fait, tout ce que l'on produit et tout ce qu'on utilise a un coût énergétique, un coût, comment dire, matériaux, un coût, enfin, tout
tout ce que l'on produit exploite des ressources, émet du CO2, etc. La question, par exemple, sur le numérique, elle est multiple. C'est la vraie question qui se pose, pour moi, c'est quels sont les usages du numérique. Je suis désolé, j'ai vu des couches connectées pour savoir quand bébé fait son popo ou son etc. On peut se poser la question de la pertinence et de l'utilité réelle au regard des enjeux auxquels on est confronté, de la pertinence ou pas de ces objets connectés qui peuvent apparaître comme gadgets. En revanche, il est évident que certains secteurs du numérique favorisent à réduire notre empreinte carbone par rapport aux solutions, je dirais, pré-numériques qui pouvaient exister. On parle du voyage, enfin clairement, comment dire, la période Covid nous a montré qu'on pouvait probablement réduire nos voyages, nos trajets par des moyens qui sont émetteurs. Donc, la question qu'il faut avoir à chaque étape, c'est de savoir surtout si ce que l'on a fait, c'est rajouter plus que ce qui serait fait sans cette solution dans l'atmosphère, ou si au contraire, ça nous permet, par une substitution, d'être capable de réduire notre empreinte carbone. Moi, je ne serais pas sur la priorisation. Je pense que l'agriculture est aussi prioritaire que l'énergie. C'est juste que l'énergie, on en entend beaucoup parler parce que c'est probablement la transition la plus mûre qui existe actuellement et sur laquelle vont probablement essayer de s'appuyer d'autres types de transitions qui sont multiples. Et la transition numérique aussi n'y échappera pas, c'est-à-dire que maintenant c'est inéluctable, le numérique rend des services très forts. Maintenant il faut pouvoir sélectionner les services réels rendus à la fois à la société mais aussi à l'environnement et peut-être supprimer un usage du numérique qui est soit superflu, soit complètement, on va dire, inutile, qui va dans le mauvais sens. Il y avait une question aussi sur les feux de forêt. Les scénarios présentés intègrent-ils les feux de forêt? Est-ce que ça a un impact réel? Alors, je ne suis pas sûr que Alors, en tant que tel, je crois pas. Alors là, il faudrait que je regarde. J'ai essayé de répondre. J'ai répondu à pas mal de mails tant que je pouvais là, par le chat, mais je ne pense pas qu'il y a une sectorisation là, des émissions particulières en termes de feux de forêt. Par contre, je pense que des émissions de type feu de forêt sont incluses. Maintenant, je suis pas sûr de dire. Je ne pense pas que les scénarios sélectionnent en disant voilà, ça c'est des émissions induites par les feux de forêt. Tout ce qui est déforestation est pris en compte, je suppose. Et la déforestation, je suppose qu'il y a beaucoup de feux de forêt. Hein. Par contre, les feux de forêt accidentels, c'est peut-être autre chose. Non, dans les scénarios, hein, c'est les scénarios qui sont compliqués. Oui. Ok, autrement, je ne sais pas, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est un peu difficile de voir si on a bien répondu à tout, mais je pense qu'on a fait un bon... Je ne sais pas, j'espère avoir répondu. Oui, peut-être il y a eu 2 questions, donc je veux revenir peut-être pour la communauté. C'est visiblement la question des aérosols comme moyen d'atténuation du changement climatique est revenue plusieurs fois dans les questions. Puisque donc effectivement les aérosols de pollution, comme je vous l'ai montré, refroidissent. Donc la question c'est si on émet des aérosols, est-ce que c'est de la bonne géo-ingénierie? Donc là j'aimerais quand même être assez tranché là-dessus. Non, ce n'est pas de la bonne géo-ingénierie. Il y a plein d'études qui ont montré que, alors d'abord les aérosols, faut pas les mettre trop bas dans l'atmosphère parce que sinon ils sont lessivés dès qu'il y a des pluies. Donc généralement les solutions de géo-ingénierie qui reviendraient à mettre des aérosols dans l'atmosphère, c'est les mettre dans la stratosphère, où c'est là où ils pourraient rester de façon sur de la très longue durée. Mais là on sait que il y aura un effet délétère sur la couche d'ozone, puisque on a déjà des expériences de volcans. Hein. Les volcans émettent des aérosols soufrés dans l'atmosphère, dans la stratosphère, et donc là ça diminue la couche d'ozone, donc un effet délétère sur la couche d'ozone et donc sur le flux UV, le rayonnement UV qui impacterait la surface du sol. Mais au-delà de ça, le deuxième effet qui est extrêmement fort, c'est surtout le cycle de l'eau. Donc tout le cycle évaporation, transport. Donc on pourrait avoir, par exemple, il y a des simulations qui montrent qu'on pourrait avoir un déplacement des moussons
etc. Donc avec des impacts sur la vie de milliards d'individus, avec des impacts extrêmement forts. Et enfin, pourquoi les aérosols, la géo-ingénierie via les aérosols n'est pas une solution, c'est que le problème n'est pas qu'un problème de refroidissement ou de réchauffement climatique et un problème c'est pas qu'un problème de température. Si on continue à émettre du CO2, je vous rappelle, il y a l'acidification des océans, avec des impacts absolument catastrophiques sur toute la biosphère marine. Et voilà. Donc, non, la géo-ingénierie qui consisterait à émettre des aérosols dans la stratosphère pour refroidir l'atmosphère n'est pas une solution. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont montré surtout les aspects délétères de cette solution. Ok. Stéphanie, il y a encore des questions côté Orange ou... Peut-être Gérard, si je peux répondre à un point qu'il y avait en disant que ce que je montrais, c'était de la partie sensibilisation. Oui, parce que c'est de la partie qui vient des salariés. Donc au départ, c'est que sensibilisation sur les actions d'Orange. Alors elles sont hyper engagées, hein, puisqu'il y a une réduction de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre scope 1 et 2 d'ici 2025. D'être carbone neutre en 2040, que d'ici 2025, 30% sur scope 1 et 2 par rapport à 2015 et 14% de diminution par rapport à 2018 en 2025 sur le scope 3. Mais le scope 3, comme je le disais, on commence tout juste à regarder exactement ce qu'il y a dedans, même s'il y a eu une première évaluation. Donc, il y a ça, il y a de l'économie circulaire avec 30% des mobiles qui doivent être pris par rapport à tous ceux qu'on met sur le marché d'ici 2025. Et puis 10% de vente de mobiles reconditionnés aussi d'ici 2025. Donc, c'est des objectifs qui sont descendus au niveau de chaque direction, chaque entité opérationnelle. Okay. Et on me demande si on peut avoir nos slides. Moi, je n'ai pas de problème je ne sais pas qui, du coup, par quel moyen c'est. On enverra un package en fait, voilà. à la suite avec en fait éventuellement de la documentation, si vous pouvez donner effectivement des références de choses à lire. Et puis on enverra effectivement les présentations et un lien avec le replay à tout le monde. Si Philippe et Emmanuel, vous n'avez rien à ajouter, je propose qu'on passe à la conclusion de Frédéric. Merci à tous. 2 mots pour conclure. D'abord, le petit sondage, on a les premiers résultats qui tombent. À peu près 40% des personnes ont répondu, un peu moins, avec un fort taux de satisfaction. On est à 80%, c'est très encourageant, ça veut dire encore. Et avec aussi un taux de passage à l'action pour contacter 3 collègues qui est de 70%. C'est aussi très encourageant parce qu'on est sur les 2 volets, l'inspiration et de l'intention, et puis après à l'action, comme on l'a vu avec Emmanuel. Donc je pense que ça montre l'importance de tous les mouvements qui peuvent exister actuellement et d'Alumni for the Planet. Et pour conclure, je ferai un petit commercial, comme on dit en anglais. Je dirais, n'hésitez pas à venir vous engager et à rejoindre le réseau des alumni engagés si vous ne l'avez pas déjà fait. Et venez aussi si vous voulez nous aider à monter des activités. L'objectif, c'est d'avoir le maximum d'efficacité. Et comme on l'a vu ce soir, c'est en échangeant et en travaillant en collectif qu'on peut rendre l'action possible. On a vu que c'est urgent, mais on a vu que c'était possible. Voilà, donc je remercie tout le monde et je vous dis surtout à très bientôt. Et on vous donnera aussi rendez-vous pour le premier anniversaire d'Alumni for the Planet qui va se passer probablement à la fin de la COP26. Et puis, voilà. On verra s'il y a de l'appétit aussi pour faire des événements des 5 associations d'IP Paris. Là, c'était une première, mais peut-être pas la dernière. Donc, peut-être d'autres à suivre s'il y a de l'appétit du côté des alumni. Et sachant qu'on serait aussi heureux, on sera toujours aussi heureux d'associer les étudiants et puis les enseignants-chercheurs et les personnels des écoles. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.